Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère que la semaine s'est bien passée, que les semis se sont bien déroulés. Alors vous allez le voir, cette semaine, on a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'astuces, beaucoup de techniques à vous faire découvrir. Top départ pour le sommaire. Accrochez-vous, fidèles spectateurs, car ce Power Boost va vous botter le cul. Qu'est-ce que Jean-Paul et sa clique vous ont préparé cette semaine? Eh bien, on commence avec des mauvaises nouvelles pour les plus pyromanes d'entre vous. Les kits anti-incendie des moissonneuses-batteuses peuvent s'adapter d'un constructeur à l'autre. Qui de mieux qu'un technicien et un agriculteur pour parler du Turbosem? À part Power Boost, j'avoue que je vois pas. On va voir comment un groupe d'agriculteurs veulent remettre au goût du jour un outil à traction animale, puis on va remonter jusqu'aux années 80, à l'aube des robots de traite. On se paye même un retour en arrière d'1 an, souvenez-vous de cette magnifique bête de chez Versatile qu'on avait pu filmer au Canada. Il me semble qu'on a fait le tour. Ah non, il me reste à annoncer une question qui... Oh! Je profite de mes derniers instants pour annoncer les news. Dites à ma grand-mère que je l'aime. Top départ. Kubota a dévoilé lors d'Intermat un modèle de chargeur télescopique ultra compact, le THT 4815 de fabrication Tobroco. Ce constructeur hollandais produit notamment la gamme de chargeurs Giant. François Michelin est décédé cette semaine à l'âge de 89 ans. Gérant du groupe Michelin durant 47 ans, avant de confier les rênes à son fils Édouard qui a connu une fin tragique en 2006, François Michelin a notamment su délivrer une impulsion et une dynamique internationale à la marque de pneumatiques français. C'est un véritable sujet tabou chez les constructeurs, l'incendie des moissonneuses-batteuses. Or, il existe encore des constructeurs qui n'ont pas de système spécifique de protection de moissonneuses-batteuses, mais vous allez voir, il existe des solutions et notamment des adaptations pour passer des kits d'une machine à une autre. Alors on le sait, dans quelques semaines vont débuter les moissons et ce qui est important c'est de lutter contre le risque d'incendie. Alors je suis en compagnie de Sylvain Lucot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef d'atelier ici dans la concession Ravillon à Châlons-en-Champagne. Ce qui est intéressant c'est de voir que vous avez trouvé un système, une adaptation à partir d'un kit New Holland pour permettre un système qui permet de dépoussiérer en temps réel le moteur pour éviter les risques d'incendie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'où est partie l'idée? On a essayé de trouver une adaptation d'un kit qui existait chez New Holland et de le rebasculer chez Casillage sur les axiales avec le technique de chez Caz, travailler ensemble, et on essaye d'adapter le kit sur une 7230 pour le nettoyage du moteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? Le principe il est simple, c'est-à-dire que le nettoyage du moteur en fonctionnement se fait normalement avec la ventilation moteur. Et là, on essaye de nettoyer les raccoins qui ne sont pas faits, c'est-à-dire le turbo et les tubulures d'échappement, grâce à un système d'air comprimé rajouté. C'est-à-dire qu'on va réutiliser le compresseur d'origine? Oui, on réutilise le compresseur d'origine, donc on se sert de la réserve d'air qui passe par une électrovanne, qui s'en va sur une rampe articulée, une rampe de gicleur d'air, et qui permet de nettoyer les tubulures d'échappement. Mais pourtant, les constructeurs ils devraient avoir à la base un système qui permet de nettoyer. D'une région à l'autre, on peut avoir des problèmes d'incendie ou pas. Dans le sud de la France, il fait plus chaud que dans le nord, donc à mon avis, les Anglais ne sont pas embêtés avec ça. Et c'est le ventilateur, il faisait confiance au ventilateur général pour souffler la poussière sur le moteur? Oui, le ventilateur retire le plus gros des déchets autour du moteur. Mais pas dans les recoins, c'est ça le problème? Pas dans les recoins, ni au-dessus des pipes d'échappement. Et côté prix, combien il faut compter pour le kit venant chez New Holland plus le montage? Alors 2000 € pour un peu plus de 2000 € pour le kit et une journée de montage pour l'installation. Sylvain Lucot, merci beaucoup. Merci à vous. Vous connaissez le Turbosem, c'est un véritable semoir de légende puisqu'il a apporté un gain en matière de précision. Alors nous avons recueilli l'avis d'un technicien et d'un agriculteur. Vous allez voir, ils ne sont pas forcément tous les deux d'accord. Le Turbosem est un semoir qui a été inventé pour les betteraves et qui a été décliné dans les années 80 à destination des semis de céréales. Au moins 2 points sont remarquables, c'est la distribution monograine qui est obtenue à l'aide d'une courroie perforée sur laquelle circulent des graines en dépression. Ces graines sont ensuite transportées cette fois-ci en pression
jusqu'à des organes de mise en terre qui sont eux aussi assez particuliers, directement hérités des semis de betterave avec une prise en charge de la graine dès son arrivée au sol par une roulette plombeuse intégrée au soc. Et c'est un cas unique en matière de semis de céréales. Le TurboSem a un atout évident en gain de semences avec une influence sur l'IFT puisque les semences sont traitées et donc l'économie de semences permet aussi une baisse de la pression par rapport au traitement de semences. On a réussi à déterminer un gain de l'ordre de 30% par rapport aux densités habituellement pratiquées dans la région s'agissant des céréales, hiver et printemps. Cette économie est due probablement un petit peu à la distribution monograine, mais surtout à la mise en terre. On l'a très bien constaté pendant quelques hivers rigoureux où les semis au TurboSem ne bougent pas, supportent totalement les gels mécaniques, alors que les semis classiques ne les supportent pas. C'est aussi un semoir qui a des contraintes mécaniques, puisque c'est un semoir relativement lourd, qui demande beaucoup de puissance pour l'entraînement, du fait de sa double turbine, une de pressurisation et une autre de dépressurisation, des frais d'entretien qui peuvent être assez importants, avec des pièces régulièrement à changer, et puis un débit de chantier relativement faible, avec des densités en céréales de l'ordre de un petit 200 grains par mètre carré. On a une vitesse maximum de 8 à 8,5 km/h qui est très loin des semoirs qu'on a l'habitude de voir ces dernières années, qui évoluent à des vitesses nettement supérieures. Chaque semaine dans Power Boost, on vous montre qu'il est possible de relever de véritables défis techniques, par exemple celui aujourd'hui de pouvoir lever un outil de plusieurs tonnes à une grande hauteur. Philippe Bourreur, bonjour. Bonjour. Alors on est devant une pelle, la 960 démolition. Vous avez eu une médaille d'argent ici à Intermat. Alors quel était le défi? Est-ce que le défi c'est de porter un outil 3,5 tonnes à 33 mètres de hauteur, ou est-ce que c'est avoir une hydraulique suffisante pour monter la puissance là-haut? En fait, le défi, ça a été d'amener à des portées plus loin avec des outils plus lourds, puisque c'est ce que demande la démolition actuellement. Alors si on regarde effectivement cette pelle, elle n'est pas beaucoup plus grosse que les autres équivalentes? Elle n'est pas beaucoup plus grosse, mais vous verrez que vous avez ici un châssis qui est rallongé. Vous avez des contrepoids supplémentaires, ce qui permet justement d'atteindre ces portées pour arriver à porter l'outil plus lourd. Ça veut dire qu'il faut un moteur plus puissant? Non, c'est pas un moteur plus puissant, c'est de la stabilité qu'il vous faut et de l'hydraulique plus puissante, mais pas un moteur diesel plus puissant. Et donnez-nous une ordre d'idée à la fois de la puissance et puis bien sûr du prix. Alors on est sur un moteur de 240 kW, un moteur Liber bien sûr. Et en fait, l'ordre du prix, en fonction des équipements, vous serez de l'ordre à 700 000, 800 000 euros. Merci beaucoup. De rien. Nous pensons au sein de l'équipe de rédaction de Power Boost qu'il est important d'aller voir ailleurs, d'aller ramener des reportages. Et justement, il y a un an, souvenez-vous, nous sommes partis au Québec aller voir un utilisateur, un agriculteur, au volant d'un versatile de plus de 400 chevaux. Mathieu Sauvé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici dans l'Ontario. Alors c'est vrai que vous êtes au volant de ce superbe versatile 400. Alors c'est vrai que cette année vous n'êtes pas trop en avance. Oui, effectivement, nous avons déjà ensemencé 150 acres de maïs, mais il nous reste encore 200 hectares de soja. Et nous avons 2 semaines de retard comme ça. Et pourquoi? Parce que l'hiver a été tardif? Printemps tardif surtout, beaucoup de pluie. Les champs sont un peu frais, fait il a fallu attendre le beau temps. Alors, c'est pas le premier, ou est-ce le premier versatile que vous avez sur l'exploitation? C'est mon premier versatile. Avant, j'avais un John Deere 8650. Le tracteur n'est plus assez puissant, trop vieux, trop d'heures. On voulait changer avoir un nouveau tracteur plus puissant. Alors, qu'est-ce que vous faites comme type d'implantation et qu'est-ce que vous aimez bien dans ce tracteur? Quels sont les points forts? Ce tracteur-là, c'est surtout pour le travail du sol. On aime bien la simplicité de la machine. Moteur très puissant, fiable, un moteur Cummins. Fabrication canadienne du tracteur. Nous autres, c'est une des premières principales raisons pour qu'on voulait l'avoir. Bon prix et surtout très bonne puissance au sol, très bonne traction, très bonne portance de la pneumatique et tout. Alors donnez-nous un peu quelques chiffres. Côté puissance, un moteur de combien de chevaux? Et puis côté prix, il coûte beaucoup moins cher que les autres? On a 400 chevaux vapeur de puissance au moteur. Côté prix, c'était environ 30% meilleur marché qu'un Case ou New Holland. Et encore plus comparé à un John Deere. Donc effectivement, c'est assez important. Voilà, merci beaucoup Mathieu Sauvé et bonne continuation. Parfait, merci.
Ce sont certainement les matériels qui se vendent le plus actuellement. Or pourtant, les robots de traite ont mis des années et des années à convaincre les éleveurs. Alors, à quoi ressemblait-il? Peut-être l'avez-vous oublié, c'est pourquoi nous sommes allés fouiller dans la vidéothèque d'Irstea. Aujourd'hui, les robots de traite de marque Lely par exemple récoltent 30 millions de litres de lait par jour et chaque seconde, 50 vaches entrent dans un robot de traite de cette marque. Mais il y a 30 ans, la technologie en était à ses balbutiements. C'est en réalité au Sémagreffe, ancien nom de l'Irstea, que la dernière étape de la mécanisation pour la récolte du lait, la pose des gobelets rayeurs, a été réalisée. Le dispositif a été ensuite rapidement transféré aux industriels. Comme le rappelle cette vidéo vintage tournée en 1987, c'est bien dans l'industrie du lait qu'ont eu lieu en agriculture les premiers efforts de mécanisation. Il y a quelques années, PowerBoost vous avait fait découvrir le fait qu'il y a des agriculteurs qui ne veulent pas passer par les constructeurs, c'est-à-dire qu'ils se regroupent pour eux-mêmes fabriquer en atelier certains outils. Vous allez le voir, ils fabriquent même des outils destinés à la traction animale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible, grâce à des plateformes de financement participatif, d'en faire l'acquisition. Les plus anciens se souviendront du légendaire porte-outil de maraîchage du constructeur suisse Bûcher. Les nostalgiques et les plus jeunes ont de quoi se réjouir puisqu'une nouvelle version de ce porte-outil en traction animale est sur les rails. Le projet est né d'une intention commune entre Atelier Paysan, un collectif qui remet au goût du jour des agroéquipements adaptés à l'agriculture biologique, et l'association Hypothèse, dont l'objectif est de promouvoir le développement de la traction animale moderne. L'équipe a ainsi lancé un appel à projet sur le site de crowdfunding KissKissBankBank pour financer le Néo-Bûcher, dont le modèle original, créé dans les années 30, a été commercialisé jusque dans les années 60. Évidemment, l'objectif n'est pas de reconstituer le modèle à l'identique, une amélioration de l'ergonomie est prévue, ainsi que la possibilité d'adapter des outils récents utilisés en maraîchage biologique. Mais le meilleur reste à venir. Le Néo-Bûcher sera auto-constructible et librement copiable. Il reste un mois à l'équipe d'agriculteurs pour obtenir les 7 000 € nécessaires à l'accomplissement du projet. Pour l'heure, l'objectif est à moitié rempli. Alors, n'hésitez pas à leur donner un coup de main. C'est difficile, je n'ai pas la réponse. Effectivement, sur des semoirs modernes, voire très récents, on constate encore la difficulté de pouvoir accéder au système de dosage. Quelles sont les contraintes des constructeurs dans ce domaine, je ne sais pas. On pourrait néanmoins s'attendre à un peu plus de bon sens parfois, mais je n'ai pas la réponse. On vous le dit chaque semaine, il est important, il est crucial, il est même vital de rester en phase avec l'innovation. Alors bien sûr, il existe un média spécialisé dans ce domaine, il s'agit d'agriculture et de nouvelles technologies. Mais on vous invite aussi à venir visiter le salon Les Terrénales. Effectivement, c'est un lieu où est concentrée toute l'innovation en agriculture. Voilà, PowerBoost c'est terminé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, et puis je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Salut!